Chers amis, bonjour. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter le dernier ouvrage du professeur Djibril Samb, paru à l'Harmattan, que j'ai reçu au mois de mai. Mais connaissant le professeur Djibril Samb, je prends le temps de lire, de relire, de sortir mes cahiers de 1988-89 où j'ai reçu les enseignements du professeur Djibril Samb. Djibril Samb est mon professeur, mon ami. C'est un honneur et un grand plaisir d'aborder les ouvrages du professeur Djibril Samb pour vous les soumettre avec la plus grande modestie et sous son contrôle éclairé. Je travaillerai en deux temps pour présenter cet ouvrage. Le premier moment de cet ouvrage, Chemin platonicien, écrit par le professeur Djibril Samb, prix de la Bruyère, médaille d'argent de l'Académie française. Le professeur Djibril Samb présente cet ouvrage en 10 parties. Mais je traiterai dans cette vidéo de la première partie qui, jusqu'à la 57e page, et dans cette partie, il est question de la vie et l'œuvre de Platon, les premiers dialogues. Et dans cette partie, je m'appesantirai plus sur l'appel du précepte unificateur, l'APU, le précepte unificateur dans les dialogues de Platon. Je vais m'appesantir sur ces deux parties parce que ces parties sont cruciales et importantes pour tout intellectuel qui veut ne pas spéculer, mais traquer la vérité. Dans la vie et l'œuvre de Platon, les premiers dialogues, le professeur nous parle de la vie de Platon, de la guerre du Péloponnèse, la tentation d'une carrière politique, les voyages de Platon, vous le savez très bien, Égypte, Sicile, etc. L'influence subie par Platon, les influences d'Héraclite, influence des pythagoriciens, influence de Socrate lui-même, les dialogues de Platon, les premiers dialogues, ordre chronologique des premiers dialogues, le précepte unificateur, le PU dans les premiers dialogues, l'appel du précepte unificateur, ce qu'on appelle l'APU, l'Hippias majeur, le Laches, le Ménon, les obstacles, assimiler la structure définitionnelle, signification du précepte unificateur, la percée de l'essence et la conclusion. Donc, pour cette première vidéo, je m'arrêterai là. Mais avant cela, je voudrais tout simplement dire que le professeur Djibril Samb n'est pas dans la palabre stérile et futile. Le professeur Djibril Samb n'est jamais dans la palabre stérile et futile. Le professeur Djibril Samb est toujours dans la construction. Il n'est pas dans l'esprit du chameau, c'est-à-dire dans l'écrasement ou le complexe. Le professeur Djibril Samb nous donne ici un travail monumental qui va servir tout individu qui veut savoir, mais aussi la postérité à partir d'éléments constitutifs bien constitués, maîtrisés. Je voudrais tout simplement citer ici quelqu'un pour qui le professeur Djibril Samb a eu beaucoup de respect et qu'il a remplacé à l'IFAN pendant 9 à 10 ans et a permis effectivement à l'IFAN de reprendre ses lettres de noblesse, un lieu de savoir, un lieu de recherche. Voici ce que Cheikh Anta Diop disait: par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, de se maintenir à cette vérité
en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie, c'est fini. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Quand je vous répète ces propos, c'est que je suis dans le sillage du professeur Djibril Samb qui, de 88-89, avant que je ne prenne l'avion pour venir poursuivre mes études à Besançon, en Franche-Comté, le professeur Djibril Samb m'avait initié à la lecture des Stromates, les pères de l'Église, puis à la technique de l'exégèse interne, ce que dit le texte, et l'exégèse externe étant l'interprétation, ce que ne dit pas le texte. La fidélité au texte est d'une importance capitale quand on cherche la vérité. Ce travail du professeur Djibril Samb, chemin platonicien, il dit ceci dans la 4e de couverture. Le titre de cet ouvrage, Chemin platonicien, indique combien nous sommes dans l'esprit du Phèdre, 276d, sur le versant de l'âge, à la recherche des chemins qui nous furent familiers pendant 50 ans au moins. Dans les premiers mots de la préface, tout est dit. L'auteur solide septuagénaire, suivant les recommandations de son maître, l'illustre Platon revient constamment sur ses pas et explore avec la même curiosité des chantiers tant de fois foulés. Sa mémoire se ravive et fait défiler sous nos yeux les chemins de l'Égypte, ceux de la vertu et de la paix, ceux du féminisme platonicien, les chantiers sinueux de la macrologie et de la brachiologie, jusqu'à celui qui conduit à l'institution d'un ministère de l'éducation. Oui, Platon est l'inventeur de ce concept majeur, comme le rappelle notre auteur. Je reviendrai sur cette partie-là, qui est fort intéressante. Alors, rappelons tout simplement que Platon, effectivement, est un surnom. Platon, de son vrai nom, Aristoclès, c'est un de ses professeurs de gymnastique qu'il avait nommé Platon, parce que tout simplement, il était grand avec de larges épaules. Platon veut dire larges épaules. Et il avait une carrure d'athlète. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement le 25 juillet 2024 à la veille des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Ça tombe bien. Vous me direz, M. Sissoko, vous avez fait exprès de parler de cet ouvrage-là à la veille des Jeux Olympiques. Oui, parce que la gymnastique et le sport sont des éléments constitutifs de l'élite de tout individu qui cherche le savoir. Platon savait faire de la lutte, de l'escrime. C'était véritablement un homme complet. C'était un aristocrate, il avait une excellente éducation, il avait appris les lettres, les mathématiques, l'art, l'équitation, le maniement des armes. Il était destiné effectivement à diriger, à faire de la politique, à gérer effectivement la cité. C'est pourquoi vous avez entendu parler de la cité idéale, avec tous ces voyages qu'il avait fait en Sicile et où il avait effectivement échoué parce que tout simplement, ce n'était pas ça. 3 voyages en Sicile, Denis le jeune, Denis le vieux, il a échoué, il n'a pas réussi effectivement à installer son projet. Cela n'entame rien, comment dire encore, à son projet. Platon aurait participé aux Jeux Olympiques, mais cela, je ne vais pas rentrer dedans, je n'ai aucun argument pour le dire. C'était un élève complet, il était destiné à une formation élitiste. Voilà. Pendant 30 ans, le contexte de son pays a vécu la guerre. Et cette guerre l'a beaucoup perturbé.
il a vécu dans des tensions, la guerre du Péloponnèse, la peste qui a tué Périclès, etc. Il a vécu vraiment dans une cité difficile. Platon a été marqué par ce moment et peut-être, comme on dit, je m'efforce tant que je peux de cacher le sanctuaire de mon âme, peine inutile, hélas, les rayons percent d'or. C'est-à-dire que notre environnement aussi conditionne notre présent et notre futur. Platon avait entendu parler de Socrate, un homme qui ne cherchait pas la vérité, mais qui ne cherchait que la vérité, excusez-moi, que la vérité. Et c'est cet homme-là qu'on a condamné. Et ce jeune homme s'est dit, mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ne cherche que la vérité est condamné. C'est une catastrophe. Et, en entendant les enseignements de Socrate, Platon a appris à se détacher effectivement du monde sensible des opinions, du simulacre, à se méfier des traditions, etc., etc. Rappelons que Platon avait d'autres initiateurs et d'autres précepteurs, d'autres professeurs avant. Le professeur d'Ibn Samb a réglé cette question-là. La mort de Platon a été le moment décisif, effectivement, où la mort de Socrate a été un moment décisif qui va effectivement bouleverser véritablement la vie du jeune Platon. On dira, comment dire encore, que la philosophie est une activité dangereuse, puisqu'effectivement, à travers les questions que le philosophe pose, il va déranger l'ordre établi. Et en voulant définir, il met en branle tout le travail des sophistes qui étaient des professeurs éclairés mais pas des philosophes, parce que ce qui leur intéressait, c'était l'efficacité de leur discours à travers l'enseignement qu'ils prodiguaient aux jeunes aristocrates. Dans cette approche de la philosophie, après la mort de Socrate, Platon s'est dit, mais il faut chercher effectivement ce qu'est la permanence, ce qu'est l'être. Parce que si on ne sait pas, mais on va dire tout et n'importe quoi. Chercher le bien, détester le mal, mais pour le chercher, il faut avoir un outil, une technique, une procédure. Platon s'est dit qu'il faut faire le diagnostic de sa société malade, cette société qui vit dans l'impermanence. Il faut redresser les choses et lui apprendre à construire une vérité. Il fera différents voyages, parce que tout simplement, il était, comme il le dit, dans la lettre 7, une fabuleuse lettre. Je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer cette lettre. Il fait des voyages, il entreprend de faire des voyages parce que le monde dans lequel il vivait lui donne des vertiges, c'est-à-dire un dégoût. Il prend la route, il va voyager, on reviendra effectivement sur les loci aegypti, ou les lieux égyptiens dans les dialogues de Platon, ou les chemins empruntés par Platon pour forger effectivement son savoir, etc., etc. Comme vous le savez, il a voyagé à Mégare, en Sicile, en Égypte, etc. Je reviendrai sur ce sujet-là ici. Professeur d'Ibn Samb, qu'il soit encore remercié pour tout le travail qu'il nous offre, et je l'ai toujours dit, nous devons reconnaître, nous devons saluer, nous devons honorer nos grands maîtres, mais nous ne le faisons pas souvent, hélas. Hélas, le professeur d'Ibn Samb mérite notre attention. Il mérite notre attention. Et je l'ai toujours dit, voilà, c'est l'occasion pour moi de saluer mon ami Pape Ndoye de Saint-Louis, qui m'a permis de retrouver il y a une dizaine d'années
mon professeur que j'avais perdu de vue, puisque, comme je vous l'avais dit, j'avais voyagé, j'étais à l'étranger. Et je salue encore mon ami, le professeur Cyril Koné, de l'Université du Burkina Faso. En disant ça, je ne fais pas de publicité, je veux tout simplement être reconnaissant. Et mon ami, le professeur Ibrahima Sow, un éminent intellectuel, un grand ami du professeur Djibril Samb. Étudier ou périr. C'est de Kizerbo. Parce que le professeur Djibril Samb nous met sur la voie, c'est un constructeur, c'est, comment dire encore, un constructeur de solfège, comme le disait un interprète. Le professeur nous dit que le titre de cet ouvrage, Chemin platonicien, indique combien nous sommes dans l'esprit du Phèdre. Je l'ai déjà dit. La vie de Platon, je ne reviendrai pas dessus. La tentation d'une carrière politique, je l'ai abordé un tout petit peu. Socrate refusa d'exécuter cet ordre inique. Cet incident et d'autres pratiques odieuses détournèrent Platon et la dictature des 30, qui ne tarda pas à être renversée. Je vous ai parlé du contexte politique. Les voyages de Platon, je reviendrai dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, les influences subies par Platon, on le sait, l'influence d'Héraclite, etc. Je vous ai dit, l'influence des pythagoriciens, l'influence de Socrate. Les dialogues de Platon, le corpus platonicum est constitué de 42 dialogues. Il y a des dialogues authentiques et des dialogues qui sont discutables. Je ne reviendrai pas dessus, il suffira tout simplement de lire cet ouvrage pour comprendre ce qu'en dit le grand savant, le grand professeur, le professeur Djibril Samb, l'érudit, le savant, l'un des plus grands penseurs de l'Afrique et un des plus grands, un des plus discrets. Sa discrétion, attention, n'a pas empêché les universités américaines et la Sorbonne de mettre dans leur bibliographie l'interprétation de Le Typhon. C'est un détail, mais un détail puissant pour un intellectuel. La Sorbonne, les États-Unis ont inscrit dans leur bibliographie les travaux du professeur Djibril Samb. Les premiers dialogues. On disait que c'était des écrits très simples, mais non. On disait que ce n'était pas philosophique, mais non. Voici ce que le professeur dit. On entendra ici par premier dialogue un ensemble de textes écrits par Platon, 399 à 388, date présumée de la fondation de l'Académie. L'Académie est ce lieu, l'école de Platon, où est écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Ces dialogues sont au nombre de 10, l'Apologie, les premiers Alcibiades, Charmide, Criton, Euthyphron, Hippias majeur, Hippias mineur, Ion, Laches, Lysis. À l'exception de l'Apologie, ces dialogues forment une unité dans la mesure où ils présentent au moins 3 traits communs. 1. Il cherche à définir une vertu par la méthode question-réponse, Socrate menant l'enquête. 2. La structure de la question de départ est toujours la même. Qu'est-ce que le? Qu'est-ce que la? Ce n'est pas qu'est-ce qui est. 3. Il semble échouer à formuler une réponse ferme et définitive. C'est pourquoi la République 1, qui présente les mêmes caractéristiques, doit être classée parmi les premiers dialogues. Ordre chronologique des premiers dialogues, passons. Alors, le professeur nous dit ceci. Dans le Protagoras, conteste le principe même de se soumettre à la règle de la brachylogique, pourtant âprement soutenue par Socrate. La brièveté de l'expression. C'est ça la brachyologie. Continuons, puisque dans la deuxième partie, nous aborderons cette question. Plus loin, Socrate fera lui-même l'épreuve de la solidité de la position de Gorgias. Le précepte unificateur, nous en arrivons. Dans les dialogues de Platon, selon les interprètes traditionnels, les dialogues dits socratiques seraient exclusivement consacrés à la recherche de définitions et n'auraient pas de véritable portée philosophique.
Il existait même une sorte de division intellectuelle du travail entre les spécialistes de la littérature grecque, éditeurs des premiers dialogues, et les historiens de la philosophie, éditeurs des dialogues dits de maturité ou de vieillesse. Cette période est largement révolue depuis que les platonisants se sont intéressés de plus près à l'interprétation des premiers dialogues au début des années 80 et ont entrepris de les éditer. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute, dit le professeur Djibril Samb, ami du professeur Luc Brisson, élève de Pierre Aubanque, que les premiers dialogues constituent d'abord un corpus philosophique qu'il convient d'étudier comme tel. L'idée naguère courante qu'il traduirait des vues socratiques, transcrites avec plus ou moins d'originalité, mais avec une remarquable intelligence et un immense talent littéraire. Socrate-Platon avait déjà sa propre expérience philosophique née de double enseignement de Cratyle et par conséquent des Héraclitiens. L'examen attentif des dialogues révèle que c'est une erreur de considérer Socrate comme le porte-parole exclusif de Platon. Bien des fois, on peut estimer que Platon, sous le couvert d'un interlocuteur, présente des objections à Socrate et à l'occasion prend ses distances. Voilà pourquoi nous allons analyser les premiers dialogues en les considérant non plus comme socratiques, mais comme platoniciens. Socrate étant certes le personnage central. Quelles que soient les démarches particulières mises en œuvre par les premiers dialogues, elles s'articulent toujours autour de l'appel du précepte unificateur, l'APU, et de l'exigence du précepte unificateur qui définissent deux étapes bien délimitées, mais dialectiquement liées, puisque la réussite de l'un conditionne celle de l'autre. Appel, définition. C'est ce que les pages suivantes s'efforceront de montrer. L'APU est l'appel, l'EPU est l'exigence. L'appel du précepte unificateur, l'APU. La recherche de définition s'inscrit dans une enquête plus vaste comportant un aspect pédagogique ou propédeutique et un aspect proprement philosophique. Je disais tantôt à certains de mes étudiants ou de mes amis que suivre le travail du professeur Djibril Samb nous éclaire partout dans nos activités. Il est souvent facile d'errer dans le savoir, d'emprunter différents chemins, alors que nous devons rechercher quoi? Le chemin. Il est vrai que chacun n'a pas les moyens de trouver le chemin et que, en se fourvoyant, on peut élaguer à l'image de l'entonnoir pour arriver à l'essentiel. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. L'appel du précepte unificateur a une fonction pédagogique de premier point, car son objet spécifique est de porter l'interlocuteur à inscrire la réponse à la question qui lui est posée dans une structure définitionnelle ou forme définitionnelle. À cette étape, le problème de la vérité de la réponse est prématuré. Il s'agit simplement d'amener l'interlocuteur à comprendre et à mettre en œuvre une rationalité minimale et par conséquent à entendre. Chers amis, j'avais mon professeur, que Dieu l'accueille dans son paradis, quand nous avions à Besançon, nous avions discuté. Et je lui dis que les interlocuteurs de Socrate étaient sourds à la question et n'entendaient pas. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, bah, c'est comme ça. Il m'a dit, sourd, n'entendre? J'ai dit, ben oui, quand tu ne comprends pas, tu es sourd à la question. Entendre, c'est comprendre. Ou quelquefois on entend, mais ça sort de l'autre oreille. Mais entendre véritablement, c'est la compréhension de la chose. Entendre au bout du sens. La question du précepte unificateur, qu'est-ce que le? Qu'est-ce que la? Et non, qu'est-ce qui est? Qui donne des définitions diverses et multiples. La pratique des dialogues révèle que la réponse à cette question n'est pas simple, qu'on le croirait spontanément. Dès lors se profile une double ambiguïté. Elle peut être entendue comme « qu'est-ce qui est beau ?»
Ça vous donne une pluralité. La machine est belle, cette fille est belle. Mais qu'est-ce qui fait que cette fille qui est belle est belle? Donc la question est, qu'est-ce que le beau? Vous m'entendez, chers amis? Donner une pluralité d'exemples n'est pas la définition de la chose. Et Socrate traque toujours cette vérité de l'essence, de la permanence. Elle peut être entendue comme « qu'est-ce qui est beau ?» interprétation que propose Hippias, et n'appeler qu'une réponse de fait. Certes, une belle vierge est belle, mais est-ce bien la réponse attendue? Non. Au contraire, la question peut signifier « qu'est-ce que le beau ?» et appeler un précepte unificateur du beau. Ainsi, sous un même libellé se profilent deux questions mondaines portant sur les objets beaux et philosophiques portant sur l'essence du beau. Mais dans l'accomplissement de cette tâche, plusieurs obstacles se dressent devant l'audition de l'appel du précepte unificateur, car l'environnement est fait d'images, d'opinions et de pseudo-valeurs qui se manifestent dès l'appel du précepte unificateur. Il y a corruption et dérive dans les définitions éparses. L'apparition du thème central de ce dialogue ne résulte pas du hasard, mais procède d'une savante préparation tous les autres sujets sur lesquels Hippias aurait pu déployer sa polymathie, c'est-à-dire sa culture générale. La seconde réponse est exactement de la même veine. Voilà, il déploie des réponses. Non, ce n'est pas ça qu'on demande. C'est l'argument des rivaux ou argument des prétendants dont la fonction est en brandissant des images concurrentes à la même prétention de les discréditer toutes, mais parce que le sophiste ne voit pas le discrédit ou l'élanctus socratique. Ce que Socrate attend comme définition. L'objet visé est une forme universelle, capable de transmettre celle-ci à tout étant, de sorte qu'il puisse être dit beau. De fil en aiguille, Hippias finira bien par lâcher un essai définitionnel très prometteur, ce qui convient à chaque chose et ce qui le rend belle. Pour la première fois, le dialogue opère un glissement, il y a une avancée. On commence à comprendre, à avancer, mais ce n'est pas suffisant. Socrate est très exigeant. L'ébranlement du monde est vertigineux des images, si son infléchissement s'est fait dans le bon sens. Socrate n'exploite pas immédiatement ce que cet essai définitionnel peut comporter d'essentiel, car il a besoin de conduire Hippias à rompre le plus radicalement avec les images pour mieux entendre le mythe de la caverne. Si vous le voyez, comment effectivement on passe de l'ignorance, comment on appelle ça, de l'utopie, parce qu'on croit que les prisonniers, les ombres sont des vérités, de façon dialectique, ascendante, Socrate va effectivement conduire le prisonnier des ombres vers la connaissance. Il y a une technique. Le laches, je ne reviendrai pas, puisque c'est le même principe. Dans le Ménon, d'où vient la vertu? C'est cette question-là qu'il pose. D'ailleurs, la vertu, puisqu'effectivement, en ce moment, la vertu est décadente dans notre monde complexe, dans un monde où le politique se moque de tout. Ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité de son discours ou bien de satisfaire une partie alors que la vertu est capitale. En restructurant l'enquête pour le centrer sur la question essentielle, Socrate retrouve du coup son rôle naturel d'examinateur et distributeur de rôle. À la question, Ménon répond une énumération fastidieuse qui engendre un bourdonnement insolite et assourdissant d'images, vertu de l'homme, de la femme, des hommes, etc. Non, ce n'est pas la réponse attendue. C'est qu'est-ce que la vertu? On ne vous demande pas qu'est-ce qui est vertueux ou qu'est-ce qui est la vertu. Qu'est-ce que la vertu?
Lorsque Socrate tente de rectifier l'essai définitionnel en y opposant la justice pour lui donner une certaine universalité, Ménon assimile justice et vertu. Il y a une unité, il y a une permanence qui est parfaitement recherchée, telle la fondation de l'architecte, tel le solfège dans la musique. Fondation, construire une fondation qui va permettre effectivement que tout ce qu'on va ériger va tenir. Les obstacles. Qu'est-ce qui fait que les gens ne comprennent pas? L'examen de la phase de lancement du précepte unificateur dans l'Hippias majeur a déjà montré à quel point le sophiste était prisonnier du monde des images. Mythe de la caverne. Si vous prenez ce texte-là, vous comprendrez ce que ça veut dire. Dès sa première réponse, il exhibe l'image qui prétend occuper indûment le siège du beau. Peu à peu défilent les images. Son esprit est comme fasciné par les images, etc., etc. Non, ce n'est pas ça qui est attendu. Aux images font écho les opinions, liées par excellence des prétentions. C'est ainsi qu'Alcibiade, gonflé d'ambition, prétend conseiller les Athéniens. L'opinion n'est jamais d'accord sur rien. Elle sait bien, la République, livre 7 le confirmera, ceci est une pierre, ceci est un doigt, mais dès là que l'on s'efforce de qualifier cette pierre comme lourde ou légère, le doigt comme gros ou mince, commencent les conflits, qui s'accentuent lorsque l'enjeu porte sur les choses les plus hautes, en somme, les vertus ou la valeur. Pour son malheur, selon la lettre 7, les qualités se présentent spontanément à l'âme. Assimiler la structure définitionnelle, à la différence d'Hippias, le général athénien, quoique bien moins habitué au discours, ne reste pas longtemps sourd à l'appel du précepte unificateur. Après la critique de son premier essai définitionnel et l'exemple de définition réussie qui lui a été proposé, il fournit une réponse en adéquation avec la question. La suite de Ménon, à cet égard, est passablement complexe et on ne peut l'analyser ici en détail. Dans le Typhon, dialogue exemplaire, le devin assimile d'abord la définition de la piété à ce qu'il fait, c'est-à-dire poursuivre le coupable, père ou mère ou tout autre. Or, il ne s'agit nullement de citer une ou deux choses parmi les nombreuses choses pieuses. La fonction de cette idée est que je la garde et que je n'en serve comme paradigme. Que le professeur m'explique, je dirais aussi comme modèle. Le pieux, c'est ce qui plaît aux dieux. L'impie est ce qui leur déplaît. Socrate marque immédiatement sa satisfaction. Cette fois, c'est tout à la fin. Tout à fait la réponse que je te demandais. Ou encore, maintenant tu as répondu comme moi, je chercherai à te faire répondre. Qu'est-ce que la signification du précepte unificateur? Sans une claire distinction entre la question qu'est-ce qui est et qu'est-ce que aucune discussion coordonnée n'est possible. Même une simple opinion doit être présentée. Sous forme. L'examen et la discussion. La première question est plus fréquente parce qu'elle paraît plus naturelle. À l'agora, par exemple, on s'enquérera plus aisément de l'avis du voisin sur la beauté de tel tissu. On appelle toujours un tiers pour pour trancher. Mais ce n'est pas ça. Socrate n'a pas besoin de cela. Il a besoin de son interlocuteur. Parce que son interlocuteur, on est dans la théorie de l'âme, il sait ce qu'il ignore. Ce qu'il dit ignorer. Mais il suffit tout simplement d'un travail, d'une exégèse, d'un travail, d'une conduite minutieuse pour partir des ombres vers la connaissance, vers l'essentiel. C'est ça la technique socratique. Questionner. L'individu cherche des réponses éparses, mais ce que lui, il attend, c'est la permanence. Mais tellement pédagogue, il va accompagner, telle effectivement une sage-femme, la maïeutique, celle-là même qui va aider la femme à enfanter. La question mondaine n'est pas pour autant une question nulle et non avenue, c'est une méthode. Non. Illégitime en elle-même, non. Elle peut avoir quelque légitimité. Mais la condition essentielle, qu'il soit fait droit d'abord à la question philosophique.
Dans le Laquais 189, après avoir échoué le discours mondain des deux généraux, Socrate leur déclare que si leur méthode pour avoir ces avantages, il reste qu'ils songent à une autre qui conduit au même but et qui doit peut-être venir la première. Celle-ci, en effet, est doublement primordiale. On continue. L'effort premier demandé par Socrate à son interlocuteur, ce n'est pas de lui livrer une définition vraie, mais uniquement une réponse qui, en s'inscrivant dans la structure en forme de définitionnel, se prête du coup à l'examen dialectique, c'est-à-dire à une discussion méthodique, brachyiologie, comme le montre clairement la suite de Letifron. La question, à cet égard, le mouvement des dialogues est singulièrement subversif. Je vous ai dit, le philosophe dérange. Puisqu'il consiste à substituer non pas une question à une autre, mais un ordre de questionnement. Il y a un ordre, un processus, un processus, celui du philosophe. Question préalable, question initiale, à un autre, celui de l'opinion, question initiale, question préalable. C'est un renversement où la question initiale ou mondaine apparaît ce qu'elle est réellement, dérivée ou secondaire. Ce renversement effectif avec l'audition de l'appel du précepte unificateur, qui ne se traduit pas autrement que par un effet définitionnel, s'inscrivant dans la structure définitionnelle. La structure définitionnelle est un cadre général permettant de subsumer la multiplicité sous l'unité. Voilà. Subsumer la multiplicité sous l'unité. C'est tout le travail platonicien, c'est tout le travail de Socrate. Ce n'est pas l'énonciation d'une multitude de définitions qui fait définition, mais c'est une approche qui te permet de comprendre que tu n'es pas satisfait et c'est pourquoi tu donnes beaucoup d'exemples. Alors que si tu arrives à avoir la définition, ce que tu vas regarder, et à partir de cela, tu pourras décliner ton regard, ce serait bien. Il y a un renversement de méthode. C'est pourquoi, à vrai dire, la question mondaine n'est ni inconsistante, ni incongrue, mais le dialecticien a l'obligation, non pas seulement pour y répondre, mais pour la rendre intelligible, avant que d'y répondre, de lui restituer sa place véritable dans la hiérarchie des questions. Il y a un ordonnancement des questions, une progression. Oui, le savoir s'acquiert dans la douleur. Oui, le savoir s'acquiert aussi dans un processus dialectique. L'ordre commun commence toujours par les existences, par les questions normales que l'on se pose quotidiennement. Ceci est le beau, cette jument délice est-elle belle, etc., etc. En somme, il est tenu à subversion pour oser philosopher. Ne disons point du soldat qu'il est courageux, ni du jugement des jugements délices qu'elles sont belles, si nous ne savons d'abord ce qu'est le courage et ce qu'est la beauté. Ainsi, l'antériorité logique supplante, telle l'antériorité chronologique. Le questionnement s'organise en devenant méthodique. La subversion du dialecticien n'est donc pas de celles qui conduisent au désordre et à l'anarchie. Elle n'est pas soumise au hasard, mais à la raison. Elle ne déconstruit pas l'inorganisé et le spontané que pour le muer en une construction d'ordre et de raison. Au départ du dialogue, faute de paradigme, les interlocuteurs ne peuvent s'entendre. La percée de l'essence, le but poursuivi par les dialogues est, semble-t-il, la découverte de la vérité. Du moins ce qui nous est accessible ici-bas, si l'on tient compte de la position du Phédon. L'examen de la vérité d'une définition dont la recevabilité formelle est admise permet d'entrevoir la percée de l'essence. Il faut examiner dans quelle mesure l'opinion a raison. C'est l'épreuve de la vérité. C'est une exigence essentielle qui sert de point de départ. La sagesse est belle. Si le calme définit la sagesse,
on doit pouvoir affirmer que le calme est beau. Or, ce jugement n'est pas vérifié par plusieurs activités. D'abord, il y a maintes activités à caractère technique ou physique: écriture, lecture, jeu de sitar, lutte, pancrace, course, pour lesquelles c'est la rapidité contraire du calme. La conclusion. Deux remarques s'imposent. D'abord, la mise en évidence de la notion de précepte unificateur montre combien Platon est conscient de l'exigence d'universalité et d'identité qui non seulement structure toute définition correctement posée sur le plan formel, mais encore établit la possibilité même du logos rationnel, rationalisé et normalisé. En ce sens, la mise en place du précepte unificateur constitue à la fois la base de la dialectique et la condition du dialogue philosophique et de tout échange humain qui prétende à un minimum d'intercompréhension réciproque. Je vous disais tantôt que lire le professeur Djibril Samb nous amène à mieux nous conduire, avoir en tête. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'amis qui sont dans différents domaines, différentes activités, mais qui avaient une solide formation philosophique qu'ils utilisent effectivement dans leur pratique. À l'université de Besançon, l'université avait organisé un colloque sur les usages et l'utilisation de la philosophie dans certaines activités. Et nous avons eu des chefs d'entreprise qui étaient docteurs en philosophie ou qui avaient une maîtrise en philosophie, venus d'Allemagne, de Pologne, etc., et qui sont venus nous dire à quel point ils utilisent la philosophie dans leur exercice. Cette quête de la vérité, cette quête de l'éthique, cette quête du sens, tout est analysé. Rien n'est laissé au hasard. Le philosophe essaye tout simplement de comprendre l'essentiel pour pouvoir agir. Ensuite, la distinction entre l'appel du précepte unificateur et l'exigence du précepte unificateur en même temps qu'elle justifie l'existence d'un projet pédagogique. Amener l'individu au savoir vrai, au savoir consistant, permanent, l'exemplarité et de la nature et de la fonction de la définition. Définir, on dit souvent que définir c'est enfermer. Je ne suis pas pour. Définir, c'est être en route. La fonction de la définition en général lève tout obstacle à un effort de reconstruction de la ligne doctrinale des premiers dialogues stricto sensu. Voici ce que je voulais dire sur cette première partie, effectivement, du dernier ouvrage du professeur Djibril Samb, Chemin platonicien, aux éditions L'Harmattan. Et comme je vous le disais, le professeur nous met effectivement une technique, une méthode qui peut nous servir dans tous les domaines de la pensée. C'est une méthode, poser des questions. Cette méthode est la philosophie elle-même. Elle ne s'inscrit pas seulement à poser des questions, à s'interroger. Elle cherche la vérité. Elle est la voie. Elle est un chemin qui va vous conduire vers cette définition-là permanente. Ce que vous allez voir et qui va effectivement se déployer. Mais si vous ne voyez pas la vérité, comment est-ce qu'effectivement vous pourrez voir les vérités secondes, etc. La philosophie n'est pas un jeu, c'est une activité sérieuse et nous demande, nous enseigne comment arriver à la vérité et au bien. Poser ainsi les questions est subversif. Est subversif. Et c'est pourquoi nous devons toujours chercher effectivement à comprendre les textes, à comprendre les enjeux, à ne pas se disperser dans les discussions, comme je l'ai dit, futiles et qui sont des pertes de temps. Et d'ailleurs, quand vous voyez l'avis du professeur Djibril Samb, il n'est pas n'importe où. Il est à la retraite dans son jardin à Bango, où il travaille acharnement
il vient de le dire, lorsque l'université, effectivement, l'a honoré, puisque le professeur Djibril Samb a donné en héritage de son vivant beaucoup de choses, plus de 30 ouvrages. Et ça, ce sont les grands hommes qui le font. Les grands hommes. Dans sa discrétion, dans sa solitude active, le professeur est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il analyse tout et répond à ceux qui ne jouent pas. C'est pourquoi sa parole est rare, puisqu'il ne veut pas que l'interprétation de son discours soit mal faite. C'est ici l'occasion de saluer le journaliste Ba, pour qui j'ai le plus grand respect, parce que chaque fois qu'il écrit sur le professeur Djibril Samb, c'est un best-seller. Seydou Ba, Seydou Ka, je crois, ou Ba. Il est au soleil. Je voudrais ici le saluer. Saluer M. Khan, Sadakan, un grand ami du professeur, qui lui fait toujours de belles émissions, qui ne manque pas de le saluer, d'aller le voir quand il peut. Et aussi tous ses étudiants, ses anciens étudiants, ses amis, Pape Ndoye que j'ai cité, tous ses amis, ses anciens étudiants, avec qui j'ai d'excellentes relations. Nous parlons du professeur Djibril Samb, nous parlons de mes travaux pour la promotion du professeur Djibril Samb. J'ai décidé depuis longtemps de faire la publicité, c'est-à-dire mettre à la place publique, pas la publicité, pour tout simplement que le travail du professeur Djibril Samb soit encore plus connu de tout le monde, parce que tout le monde peut lire le professeur Djibril Samb. Quand on dit que la philosophie est pour les grosses têtes, c'est faux. Ça peut être vrai comme faux. De toute façon, le professeur Djibril Samb a une écriture qui est concise, précise, et il faut tout un petit effort pour bien le comprendre. Une fois qu'on a saisi, on est comme dans l'architecture ou bien dans la musique, comme je vous ai dit, la fondation ou le solfège. Si vous avez un bon solfège, vous créez de la belle musique. Si vous avez une bonne fondation, vous mettez un beau bâtiment, etc. Chers amis, voici ce que je voulais vous dire sur cet ouvrage du professeur Djibril Samb, Les chemins platoniciens, sorti en 2024, et j'ai décidé de vous parler effectivement de cette méthode socratique, l'exégèse interne, l'exégèse externe du texte, la question de la définition, l'APU, la technique pour effectivement amener l'interlocuteur à laisser tomber les définitions simplistes pour en arriver effectivement aux bonnes définitions. Et je vous disais que j'ai toujours mon cahier mes cours du professeur Djibril Samb, vous voyez, 88-89, pour vous dire que je connais bien le professeur Djibril Samb. C'était mon professeur, je dirais le professeur de jeunesse, hein, de jeunesse. J'ai eu deux grands professeurs, le professeur Souleymane Bachir Diagne, que je connais bien aussi, et le professeur Djibril Samb, que je connais encore mieux. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était un cours que j'ai reçu en 89, en 89-88 je crois, et le professeur Djibril Samb aussi avait écrit, comment dire encore, de façon beaucoup plus ample, comment dire encore, l'interprétation des premiers dialogues de Platon, structure dialectique, ligne doctrinale, qui a été préfacée par son ami Luc Brisson, directeur de recherche au CNRS, l'un des plus grands platonisants. Vous avez Djibril Samb qui fait partie effectivement des grands platonisants, platoniciens, Prado, Luc Brisson, Pierre Aubanque, tous ces gens-là effectivement sont des amis du professeur Djibril Samb. L'ouvrage du professeur est une contribution originale à l'étude de la méthode platonicienne, plus particulièrement dans les premiers dialogues. Ces premiers dialogues, dits socratiques, n'avaient jamais fait l'objet jusqu'ici d'une étude systématique.
systématique puisqu'on y voyait seulement la préparation des dialogues postérieurs. L'étude menée avec beaucoup de précision et de rigueur par M. Samb présente donc un intérêt scientifique considérable et sera certainement très favorablement accueilli par le monde savant. C'est le professeur Pierre Aubinck qui le dit, professeur émérite à la Sorbonne. Le professeur Djibril Samb, comme je vous ai dit, est l'un des plus grands savants africains, l'un des plus grands intellectuels africains, et il vit au Sénégal. Chers amis, abonnez-vous, critiquez, partagez, puisque effectivement nous avons des savants et soyons fiers.